On va démarrer la table ronde. Le thème du jour, je vous l'ai dit, expérience candidat et recruteur. Quel impact pour un ATS? L'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, heu, il faut que à la fois nos candidats et nos recruteurs vivent une expérience positive lorsqu'ils, fonctionnent au quotidien, dans, un processus de recrutement. Donc que ça soit du côté des candidats ou du côté des recruteurs, s'il y a une des 2 parties qui ne profite pas de son quotidien, qui ne vit pas son expérience du recrutement, de manière complète, bah, ça va dégrader l'expérience de l'autre côté. Si vous avez des recruteurs qui n'aiment pas utiliser, leurs outils, qui n'aiment pas, leur mission au quotidien, bah, naturellement, ça va impacter l'expérience des candidats. Et si vous avez des candidats de l'autre côté qui vivent une mauvaise expérience, qui ont du mal à se projeter, qui ont du mal à candidater, qui ne voient pas comment rentrer dans les processus de recrutement, bah, naturellement, ça va impacter les recruteurs de l'autre côté et bah, pénaliser au final le bon fonctionnement du processus. Donc, comment, maintenant qu'on s'est dit ça, comment tous ces éléments vont avoir un impact sur les ATS? Donc les ATS, pour replacer très rapidement en termes de vocabulaire, donc Applicant Tracking System, ce sont des logiciels qui sont là pour vous aider à gérer vos candidatures. J'allais dire, c'était leur objectif initial. Aujourd'hui, ils font plein de choses. Ils ont vraiment étendu le champ des solutions qu'ils vous proposent. Vous allez vraiment le voir ce matin. C'est devenu extrêmement divers comme offre. Et on va justement avoir l'occasion d'en discuter. Je vous propose d'attaquer dès à présent la première question. Et on a notre table ronde d'experts avec Alexandre Léon de Flatcher, Laurent Bouloc de Thalys, Mathieu Chevillard de TalentView et Lucille Anderson de Team Taylor qui vont répondre à mes questions toute la matinée, en tout cas tout ce début de matinée. Et on attaque tout de suite avec la première question qui est pour Alexandre. Je parlais du fait que les ATS avaient justement dépassé j'allais dire leur objectif principal d'accompagner le suivi des candidats au fil du temps. Bah, justement, Alexandre, quelles sont les évolutions les plus marquantes de ces dernières années côté ATS pour toi? Bonjour à tous, merci Aurélien pour l'invitation. Merci à Jennifer aussi. Alors, vaste question. Quelles sont les évolutions? Moi, j'aimerais bien reprendre déjà la genèse du projet ATS. Donc, ATS, comme tu l'as très bien dit Aurélien, ça veut dire Applicant Tracking System. Je vais traduire en français pour tout le monde, hein, le gestionnaire des candidatures. Tout bête. L'idée première, c'était de centraliser et stocker les CV à un seul endroit pour les retrouver simplement. Tout bêtement. Mais au fil des années, forcément, les besoins ont changé, le marché des candidats, etc., etc. Et donc, les ATS se sont transformés. Ils ont créé, bien sûr, des nouveaux modules, des nouvelles façons de faire. Et donc, pour parler de fonctionnalités, hein, vous les connaissez toutes, hein, de la multidiffusion, de la marque employeur, du sourcing, etc., etc. Et donc, la première grande évolution, finalement, des ATS, c'est devenir un tout en un. Être là du début du recrutement jusqu'à la fin. Ça, c'est la première grande évolution sur les 20 dernières années. Ensuite, dernièrement, il y a deux choses qui ressortent. Première chose, c'est la marque employeur. Les candidats ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même qu'il y a 3 ans, après Covid. Et donc, on a eu besoin, en tant qu'RH, de transformer sa marque employeur. Et les ATS sont là pour les accompagner sur cette partie-là. Et la troisième grande évolution, alors c'est pas une évolution à proprement parler, mais c'est la simplification de l'outil. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler aujourd'hui avec ses managers, ses opérationnels et plein de gens dans l'entreprise. Et si on a un outil qui n'est pas simple, eh ben c'est un outil qui n'est pas utilisé, comme tu le disais Aurélien tout à l'heure. Donc voilà les trois grandes évolutions. Tout en un, marque employeur, simplicité, simplification de l'outil. Merci beaucoup Alexandre. Bah, ça nous donne une bonne vision effectivement de comment les choses ont pu évoluer ces dernières années. On va passer à la question suivante. Et justement, se poser la question de aujourd'hui, pour toi Laurent, c'est quoi le plus grand défi de la gestion des candidatures? On a parlé, c'était un peu l'objectif initial de l'ATS.
Et aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi selon toi sur ce sujet? Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le plus grand défi, il en a parlé un petit peu juste avant moi, mais c'est vraiment la centralisation de la donnée. C'est de faire en sorte que, quel que soit, l'endroit où se trouve le candidat, parce qu'aujourd'hui ça a énormément, changé. On a des problématiques de volume, on a des problématiques de sourcing, donc en fonction des problématiques qu'on a, eh bien, il faut ramener le candidat dans un seul et même endroit. Fini l'époque où toute l'information est éparpillée, sur de la boîte mail, des dossiers partagés, tous ces éléments-là. L'important, c'est de canaliser, de faire en sorte que, quel que soit l'endroit où se trouve mon candidat, il puisse revenir dans un seul et même endroit, donc en l'occurrence, l'ATS. Pourquoi? Bah, parce qu'à l'arrivée, le résultat, il est, de suite, il est immédiat sur le tri, la qualification du CV, en soi. Il permet, de faciliter la collaboration, de toute l'équipe. Tout le monde travaille sur la même donnée, à l'instant T. Bien entendu, ça facilite, le parcours, hein, puisque, les échanges avec le candidat sont aussi, facilités, mais surtout l'élément essentiel, ce sont les statistiques et avoir les réponses à ces questions, à partir de quand je choisis tel canal, est-ce que j'ai raison de dépenser autant d'argent sur, tel job board? Ça, ce sont vraiment bien sûr les questions primordiales, aujourd'hui et bien entendu, bah, c'est une mise en RGPD qui est, beaucoup plus simple. Le recruteur n'a plus, a besoin de s'en occuper au quotidien ou de faire un point tous les mois sur un fichier Excel. L'ATS va gérer, ce genre de problématique en termes de gestion de données. Voilà. Merci Laurent. Et effectivement, tu soulevais le point de la centralisation des données, c'est extrêmement important parce que je pense qu'on a tous eu un peu cette expérience de, «Ah bah, j'ai mes projets, sur LinkedIn et puis j'ai mes candidatures sur mes job boards et puis j'ai ce qui arrive par mon site» et ça devient un enfer de tout suivre en même temps. Effectivement, c'est un point qui est important, sur le suivi. Hem, on va passer à la question suivante. Justement avec, et revenir avec Alexandre sur, ce sujet de se dire, bah, on doit gérer plein de problématiques, tu parlais du all-in-one tout à l'heure, plein de justement de sujets à l'intérieur de l'ATS. Est-ce que de ta fenêtre, tu sens que les recruteurs sont devenus plus exigeants dans le choix de leurs outils, aujourd'hui dans le recrutement? Alors, moi, je dirais pas qu'ils sont plus exigeants. En fait, ils ont toujours été exigeants. Par contre, ils se sont transformés avec les exigences externes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus exigeants, ce n'est pas les recruteurs, c'est les candidats. Et donc, pour ça, forcément, bah, les recruteurs ont des besoins qui sont nouveaux, qui changent. On parlait de marque employeur, on va beaucoup parler de marque employeur. Bah, l'idée première sera, par exemple, d'accompagner les recruteurs via l'ATS sur la partie marque employeur parce que les candidats sont plus exigeants. Donc ça, c'est une des premières réponses. Non, le recruteur n'est pas plus exigeant, il se transforme. Ça, c'est la première chose. Et il se transforme, comme je disais, à cause, ou grâce d'ailleurs, des candidats qui sont plus en quête de réactivité et de sens. Et donc la réactivité va être apportée par les logiciels et le sens va être apporté par le recruteur et un peu du logiciel, bien sûr, en boostant toute la partie marque employeur, en mettant des choses en bonne et due forme sur le site, etc., etc. Donc voilà. Ça marche, ouais. Donc il y a vraiment, oui, ce que tu disais, une dynamique qui pousse à faire évoluer les réflexions. Je pense que peut-être, oui, initialement, les recruteurs pensaient plus de leur fenêtre sur, effectivement, comment moi je peux faire en sorte d'avoir l'outil qui m'est le plus utile possible, sans avoir nécessairement de perspective de, effectivement, qu'est-ce qu'on attend, j'allais dire, de l'autre côté de l'écran, lorsqu'on utilise un formulaire de candidature ou des choses comme ça. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Alexandre. On va passer à la question suivante. Cette fois-ci pour Lucille. On a parlé à l'instant de comment les candidats insufflent du changement sur les exigences que les recruteurs peuvent avoir. J'ai aussi évoqué ce matin la notion de l'expérience des recruteurs et des hiring managers sur ce type d'outils. Je pense que c'est une blague récurrente qu'on rencontre rarement un recruteur qui est 100% satisfait de son ATS. Justement, pourquoi c'est un enjeu fondamental
pour les ATS de faciliter l'expérience des recruteurs et des hiring managers sur leurs outils, Lucille? Bonjour Aurélien et merci pour cette question qui est passionnante et clairement le sujet numéro un de tout ATS, en tout cas aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, dans un process de recrutement, on pense naturellement, et Alexandre l'a dit un petit peu avant, à l'expérience candidat, mais ça fait qu'aujourd'hui, les recruteurs, recruteuses, ils sont ignorés, ils se retrouvent souvent à utiliser des outils qui font que décomplexifier leur quotidien. Et donc, pour être en mesure de proposer une bonne expérience candidat, il va falloir avant tout proposer une expérience qui soit agréable aux personnes qui vont créer cette expérience candidat. Et du coup, c'est vous, les recruteurs. Un ATS, on l'a expliqué, c'est un outil de travail, c'est pas un gadget. Il doit finalement avoir un seul objectif, vous faire gagner du temps en vous simplifiant la vie. Et donc, avoir tout un tas de fonctionnalités uniques sur le papier et dont on ne se sert pas, bah, je vois pas vraiment l'intérêt finalement. Ce qui va être super important, c'est d'avoir cet équilibre entre fonctionnalité qui répond à mes besoins et la simplicité d'utilisation. Et donc, convaincre les admins, je pense que c'est pas la tâche la plus complexe. Ce qui va être le plus important, ça va être l'aspect collaboration entre mes utilisateurs admins et mes hiring managers, comme on les appelle, donc ceux dont c'est pas forcément le métier premier d'être recruteur, mais qui participent au processus de recrutement et pour lesquels c'est même clé parce que c'est finalement des personnes qui vont arriver dans leur équipe. Et je dirais qu'il y a un enjeu avec plusieurs impacts. Le premier, ça va être la perception du processus de recrutement par les collaborateurs, parce que plus on a de l'adhésion, plus la réussite du changement d'ATS va être voilà, la clé du succès. La relation même entre les collaborateurs qui vont être amenés à utiliser l'ATS, et puis bah, le time to hire, time to fill, comme on dit, donc le temps moyen de recruter un candidat, parce qu'on risque de perdre des profils clés finalement si on s'organise pas bien. Donc plus les utilisateurs dont ce n'est pas le métier sont engagés dans le process et l'utilisation de l'ATS, je pense que meilleure sera la collaboration entre eux, meilleure sera l'expérience candidat et donc meilleurs seront les résultats du process. Voilà. Merci Lucille. Tu disais, je pense qu'effectivement, un point clé, c'est qu'il faut que l'ATS il simplifie la vie de l'utilisateur, puisque à la base, c'est surtout pour ça qu'on vient chercher un ATS, c'est pour aller ramener de la simplicité là où on avait introduit de la complexité avec des choses qui partaient un petit peu dans tous les sens. Merci beaucoup pour ton point de vue sur le sujet. On va passer à la question suivante. Et cette fois-ci, elle est pour Mathieu. Justement, dans cette réflexion de se dire, bah, je veux simplifier de la complexité qui existe aujourd'hui dans mon métier, est-ce que les recruteurs manquent d'informations et pour choisir le bon ATS? Et quels conseils on pourrait leur donner pour mieux choisir leur ATS selon toi, Mathieu? Oui, merci Aurélien pour la question. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la première fois que j'interviens, donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Super question. Un petit peu complexe en réalité, puisque moi, ça fait 2 ans que je travaille chez TalentView et des rendez-vous de prise de besoin, j'en ai fait pas mal. Du coup, on a essayé de dégager avec TalentView 4 points majoritaires sur lesquels on pourrait potentiellement donner des conseils pour que vous puissiez, lorsque vous recherchez un ATS, vous poser aussi des questions un petit peu différentes de ce que vous avez l'habitude de, des critères vraiment très, très définis. Le premier, ça va être sur l'accompagnement. En général, on trouve que les prospects ne se posent pas assez la question de quel type d'accompagnement j'ai besoin. On a tendance à sous-estimer un petit peu l'importance de se faire accompagner dans l'utilisation d'un ATS et on ne sait pas exactement aussi comment l'outil que je vais choisir propose de m'accompagner. Donc ça, c'est important. Par exemple, nous, chez TalentView, voilà, on accompagne durant toute la collaboration. Aussi, on en parlait lorsqu'on veut impliquer des managers, ou même forcément pas des hiring managers, des profils qui sont des non-recruteurs. Bah, c'est essentiel que la prise en main et l'adhésion de ces opérationnels-là se fasse dès le début. Et ça passe par l'accompagnement durant la mise en place et ensuite pour fidéliser l'utilisation de l'outil dans le temps, puisque c'est aussi des outils qui évoluent. Le marché, il est dense. Tous les outils évoluent. Donc, pour avoir une utilisation optimale de la plateforme, c'est important que, d'être suivi sur toute la collaboration. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc, la partie accompagnement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la partie des utilisateurs. En général, les prospects qui viennent me voir, les recruteurs, on pense que ils n'ont pas souvent bien réfléchi à quels droits ils ont envie de donner et quels utilisateurs ils ont envie de donner sur l'outil. À quel RH j'ai envie de donner accès à mon outil, à quel manager, mais comme je disais, surtout quels droits j'ai envie de leur donner.
Donc, en fonction de mes process de recrutement, chaque licence que vous allez attribuer à vos opérationnels ou à vos RH doit avoir le droit à sa personnalisation. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que je donne accès à mes managers de pouvoir échanger avec les candidats ou est-ce que je donne accès à mes managers de seulement pouvoir mettre des commentaires sur leur CV, sur les CV que j'ai préqualifiés. Est-ce que j'ai des managers qui recrutent en autonomie? Est-ce que je souhaite bloquer la vue de mes managers à partir d'une étape du process de recrutement? Enfin voilà, il y a énormément de questions dans la gestion des droits et en fonction des process que vous avez en place, puisque la mise en place d'un outil ou potentiellement d'un changement d'outil, ça amène des changements de process qui sont importants. Donc, deuxième point, sur la partie des utilisateurs, quel droit j'ai envie de leur donner. Troisième point, je vais le passer rapidement, puisqu'effectivement, c'est la marque employeur. Souvent, les personnes qui viennent me voir ne savent pas qu'un ATS gère toute cette partie marque employeur. En général, on pense surtout au gain de temps, on pense surtout à la gestion en masse des candidatures. Mais la marque employeur, c'est un des sujets que tous les ATS traitent aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose il faut se poser en fait avant avec le service MarketCom, savoir comment aussi eux voient la chose. Donc en fait, l'idée, c'est d'impliquer différents services aussi dans la mise en place de cet outil. Et le quatrième, c'est le modèle économique, puisqu'on a plein de modèles économiques chez les ATS, nombre d'utilisateurs, nombre d'annonces, nombre d'emplacements, nombre de candidatures, nombre de collaborateurs. Et l'idée, c'est de savoir lequel est le plus adapté pour mon entreprise. Donc voilà 4 points, l'accompagnement, les utilisateurs, le modèle économique et la marque employeur. Merci Mathieu. Très complet. C'est intéressant, tu vois, c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question de bien réfléchir à la compatibilité du modèle économique avec l'outil, avec notre fonctionnement interne. C'est vrai que on se pose souvent la question du budget global, mais plus rarement la question de comment au final ce qu'on va acheter va se dérouler en termes de fonctionnement économique. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On va avancer sur la question suivante. Cette fois-ci qui va revenir à Laurent. On parlait justement des éléments sur lesquels il faut se questionner lorsqu'on recherche un nouvel ATS. Quels sont les signaux qu'il faut arriver à identifier pour se dire c'est le moment de prendre un ATS. On parlait tout à l'heure justement si ma vie est trop compliquée, quels sont les signaux à identifier pour savoir s'il faut prendre un ATS ou peut-être en changer. Se dire ma solution actuelle, j'ai tel ou tel problème et qui peut me faire dire c'est le temps de passer à autre chose. En fait, je me suis posé la question comment répondre à cette question en fait, et j'ai essayé de me mettre un peu à la place de nos auditeurs en me disant à quel moment ça se déclenche. Alors je me suis dit pourquoi ne pas lister des questions. Alors ça risque d'être un peu fastidieux, mais je vais lister des questions et je dirais à nos auditeurs qu'à partir du moment où ils répondent oui, au moins à une, eh bien il faut qu'ils commencent à se poser la question de la mise en place d'une solution. Alors ça va être un peu fastidieux, mais intéressant pour nos auditeurs. Donc la première question, c'est bien sûr, est-ce que notre entreprise reçoit régulièrement un grand nombre de candidats pour ses offres d'emploi? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce que la gestion manuelle de ce flux de candidatures est difficile en fait? Il est compliqué. Troisième question, rencontrons-nous des difficultés pour retrouver d'anciens candidats lorsque nous en avons besoin? Toujours pareil, où est l'information? Comment on y accède? Est-ce que notre processus de recrutement est désorganisé et prend beaucoup de temps? La notion de temps, tout le monde en parle aussi au niveau des stats, etc. C'est primordial aujourd'hui pour un candidat que ça se passe assez rapidement. Est-ce que nous rêvons de rationaliser notre processus de recrutement et pouvoir suivre des candidatures à chaque étape? Il est primordial aujourd'hui de savoir combien de temps passe un candidat dans les étapes du recrutement. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons besoin d'une solution centralisée qui nous permettrait de partager des commentaires, d'évaluer les candidats et les suivre, on va dire, en temps réel? Neuvième question, désolé, c'est un peu fastidieux, mais si vous notez, c'est quand même intéressant. Est-ce que nous souhaitons mesurer et analyser l'efficacité de notre processus de recrutement? Si vous posez ce genre de questions, c'est évident que vous avez besoin d'un ATS. Est-ce que nous avons besoin d'indicateurs de performance clés, comme le temps, le coût, les sources, etc.? Est-ce que notre entreprise respecte les obligations légales ou réglementaires en matière de recrutement? Bien évidemment, les RGPD. Et est-ce que nous avons besoin d'un système qui peut stocker les données des candidats de manière sécurisée et faciliter le suivi des consentements et des documents nécessaires? Voilà, c'était un peu laborieux, je m'en excuse par avance, mais je me suis dit que quelque part, si on répond oui,
c'est qu'on est éligible, je dirais. Ouais, mais c'est un super exercice en vrai, de là, pour tous les gens qui nous regardent, de se poser ces questions-là. Je pense que ça fait du bien parfois de regarder un petit peu, de se faire un petit audit et de se dire: «Est-ce que je suis cette personne-là ou pas, quoi?» Donc Tout ouais, à fait. merci beaucoup, perspective très intéressante sur la question. On va passer à la question suivante. Merci beaucoup Laurent. Et on va reparler avec Alexandre. À quoi est-ce qu'il faut être vigilant justement pour intégrer un ATS à son environnement en place? On vient de parler un petit peu de toutes les questions qu'il faut se poser pour savoir si on doit y aller. Et si on a décidé d'y aller, bah, c'est quoi un petit peu j'allais dire, les grandes erreurs que les gens vont faire en voulant intégrer un ATS? Alors, c'est une question qu'on rajoutera aussi du coup sur les questions pour choisir un ATS. Hein. C'est en effet, chaque entreprise dispose d'un SI. Donc un SI, c'est quoi? C'est un système d'information, tout simplement. C'est tous vos logiciels qui sont disponibles dans votre entreprise. Donc c'est l'environnement de logiciels. Donc on peut parler d'ATS, bien sûr, mais de SIRH, de CRM, de RP, de logiciels de paye, etc., etc. Et souvent, en tant qu'entreprise, on va essayer de tout connecter ensemble, dans le meilleur des mondes, hein, bien sûr. À quoi ça sert? Il y a 3 gros points positifs à connecter ces outils. Éviter les erreurs de ressaisie, par exemple, gagner du temps et bien sûr, tout un aspect sécurité. Si tous vos outils sont connectés ensemble, la sécurité sera facilitée. Donc, quand on choisit un ATS, il faut être vigilant pour voir si il se connecte bien avec les logiciels que j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, j'ai un conseil à vous donner. Lorsque vous faites votre benchmark ou vous rencontrez des ATS, soit demandez au commercial avec qui l'ATS est connecté aujourd'hui, soit directement aller sur le site entreprise de l'ATS et aller dans la section intégration ou marketplace et voir toutes les intégrations de l'ATS pour voir si votre CRM, votre RP ou autres sont connectés avec celui-ci. Donc ça, c'est hyper important pour la connexion, tant au niveau RH que manager et aussi côté direction. Merci Alexandre. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu technique, mais qui a son importance derrière. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu ce débat pour les ETS de prendre des solutions globales, c'est-à-dire qui font tout en même temps, etc. Je sais que beaucoup d'entreprises ont essayé ça, certaines en sont revenues, d'autres pas du tout. Mais ouais, ça fait vraiment partie, cette notion d'intégration d'un sujet en termes de mise en place d'un ATS. On va passer avec la question suivante à Lucille. Au-delà de l'intégration, au-delà de la mise en place, il y a un sujet qui est clé, c'est celui de l'usage, parce qu'il est certain que personne n'a envie que son ATS devienne un peu une ville déserte, où certains passent parfois mais ne s'arrêtent pas très longtemps. Comment on peut faire pour que les gens, nos salariés, nos recruteurs utilisent leur ATS, Lucille? Merci Aurélien pour cette question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut clairement passer. La première, et qui est peut-être la plus importante, c'est d'intégrer tous les métiers dans l'étude du besoin de votre futur fournisseur ATS et solution ATS. Vous allez pouvoir, par exemple, créer un cahier des charges, organiser des workshops avec les différentes équipes pour vous assurer que vous récoltez bien tous les besoins qui ressortent. Ensuite, une fois que vous avez avancé dans le projet, je pense qu'il va falloir faire des vagues d'accès aussi, ne pas forcément donner accès à tout le monde et plutôt, pourquoi pas, donner accès aux admins dans un premier temps, vous assurer qu'ils ont bien pris la main dans l'outil et puis finir par donner accès à d'autres types d'accès utilisateurs. Et d'ailleurs, au niveau des accès utilisateurs, pourquoi pas définir des utilisateurs clés qui vont servir de référents et qui vont permettre de centraliser les besoins, les questions et finalement contribuer à cette évangélisation de l'outil en interne. Une autre clé du succès, ça va être la communication interne lors du lancement du déploiement, clairement. Donc, pourquoi pas faire une campagne emailing, une page de campagne avec des liens qui renvoient vers l'intranet interne, des vidéos tutoriels, etc.
Et d'ailleurs, dans TeamTeller, ce qu'on peut faire qui est très sympa, c'est de s'enregistrer et faire des petites vidéos tutoriels que vous pouvez laisser sur le tableau de bord de l'utilisateur pour que quand il se connecte, justement, il ait des petites instructions, pourquoi pas aussi générer des listes de tâches à effectuer pour s'assurer que il prenne bien la main et paramètre son profil utilisateur du mieux possible dès le début. Je pense que ça va être super important. Tout à l'heure, Laurent en parlait, les statistiques, ça va être aussi super important dans le sens où si vous mettez toutes ces choses en place et que vous prenez pas de recul avec vos équipes, vous verrez jamais vraiment si les équipes sont engagées dans l'outil, si les résultats sont bons et comment finalement réajuster la suite. Donc ça va être important, voilà, de regarder les statistiques et même de les présenter à vos équipes qui participent au processus de recrutement. Ça marche. Merci, Lucille. Effectivement, ouais, cet enjeu pour les utilisateurs à la fois de comprendre l'outil, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser, mais aussi d'aller pouvoir y chercher des informations intéressantes, c'est ce qui va participer à une utilisation, j'allais dire, récurrente de l'outil. On va passer à la question suivante, cette fois-ci avec Mathieu. Justement, on parlait là à l'instant de ces notions de statistiques, et c'est vrai que le besoin de mesurer l'efficacité des process a augmenté. On parle depuis le début de la matinée de time to fill, time to hire, etc. Quelle évolution, toi, tu as pu voir et en termes d'usage en matière de reporting, qu'est-ce qui a changé de ton point de vue, Mathieu, ces derniers temps? Ouais, super transition. Merci TeamTeller pour cette belle transition sur les stats. Donc effectivement, oui, les usages changent en termes de reporting. Donc ça, c'est la réponse courte. Effectivement, le recrutement, c'est quelque chose qui sont un peu au feeling et les stats, ça permet d'aller apporter des éléments qui sont chiffrés et factuels. Donc, par exemple, on est en train de parler d'ATS là. Donc les stats, avant tout, ça permet donc à vous les RH de pouvoir justifier vos investissements et les différents coûts. Comme je disais, on parle d'ATS, c'est l'exemple parfait. L'ATS, ça génère un coût. Et il faut aussi en démontrer la rentabilité. Donc, en général, on regarde le nombre de recrutements annuels divisé par le coût de l'ATS pour calculer le coût d'un recrutement. Et donc, ça permet aussi de vérifier si les décisions qu'on va prendre sont les bonnes. Autre exemple, il me semble que c'est Laurent qui l'a donné, pouvoir calculer la rentabilité d'un job board. Voilà, j'investis tant d'argent sur tel job board, combien de candidatures il va me rapporter, combien de candidats je recrute grâce à ce job board, et donc pouvoir démontrer sa rentabilité. On va retrouver aussi plein d'autres indicateurs, comme la durée de mon process de recrutement, en combien de temps je recrute, et aussi comment je fais pour optimiser, pour réduire la durée de mon process, le tunnel de conversion de l'expérience candidat, comment je fais pour que mes candidats aillent jusqu'au bout de mon tunnel de l'expérience candidat, etc. Deuxièmement, les usages changent, oui, puisque aujourd'hui, les stats, ça permet aussi, donc ça sert aussi à d'autres pôles de l'entreprise, en fait. Ça sert aussi au DAF, qui est souvent rattaché à la fonction RH, vous le savez bien, au DRH, ça permet aussi de justifier le budget de l'année. Mais les stats, ça sert aussi pour les managers, afin de pouvoir leur donner de la visibilité sur l'activité globale et sur l'état du marché. Ça permet d'avoir une vision plus précise sur les recrutements. Par exemple, mon manager, il souhaite lancer un recrutement de conseiller de vente. Et grâce à mes stats, je vais pouvoir savoir que pour ce recrutement-là, il me faut 2 semaines pour gérer ce recrutement. Il faut que mon manager il soit réactif, par exemple, qu'il réponde en moins de 24 heures. Je sais sur quel job board est-ce que c'est le plus efficace pour moi d'aller recruter ce type de profil et globalement aussi combien ça va me coûter et en argent et en temps. Donc, du coup, ça permet de justifier auprès des autres parties prenantes, donc tous les managers, contrôleurs de gestion, etc., et savoir ce qu'il est possible ou non de faire. Donc là encore, on est dans une logique un petit peu de redonner du pouvoir au RH. Et troisième point sur les stats, c'est que, comme je le disais, ça permet d'avoir de voir l'activité globale de la plateforme, en fait. Où en est mon activité de recrutement, comment ça avance, comment bien traiter mes candidatures. Pour un RH qui va manager son équipe, ça va lui permettre de gérer son équipe, voir le niveau de réactivité des managers, voir quels sont les pain points, et donc pouvoir agir aussi plus rapidement que sur du ressenti, et du coup, encore une fois, de pouvoir intégrer du factuel dans le recrutement. Donc, du coup, en conclusion de tout ce que j'ai dit, donc oui, les usages en termes de reporting changent. Les stats, ça va à tout le monde, DAF, DRH, manager, etc. Et ça permet aussi donc de justifier les investissements et donner un état global du marché et apporter cette visibilité donc à toute l'entreprise. Merci Mathieu. Tu soulignes effectivement un point très, très juste qui est que cette capacité à collecter de la donnée, elle permet aux équipes recrutement aller défendre justement leur réalisation, leurs actions
auprès d'autres acteurs au sein de l'entreprise. J'en profite pour rebondir sur ce que disait Alexandre dans le chat. Effectivement, les stats, il ne faut pas qu'elles deviennent contre-productives dans le sens où c'est important pour les responsables d'équipe de choisir les bonnes statistiques, les éléments qu'ils veulent suivre, etc. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple lorsque de l'autre côté, on a des outils qui nous permettent d'avoir un panel d'informations et ensuite d'aller sélectionner celles qu'on veut mettre dans nos reporting. Merci beaucoup Mathieu pour ce point justement sur le reporting, l'utilisation de la donnée. On va avancer avec une nouvelle question pour Lucille et parler sur des tendances un petit peu plus d'actualité. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps, en particulier avec tout ce qui est LLM et donc IA générative en termes de travail. Quel est l'impact justement de ces outils-là, de ces éléments-là sur l'évolution des ETS? Est-ce que c'est déjà une réalité? Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque pour l'instant? Lucille, éclaire-nous un petit peu sur le sujet. Merci Aurélien pour cette question. Est-ce qu'on est déjà sur le sujet? Je pense que ATS ou pas, enfin toute société, ça va être important d'être justement dans cette vague et de prendre le crochet. Déjà pour rassurer tout le monde, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les recruteurs, hein, ça c'est fait. Ensuite, je pense que l'intelligence artificielle, elle rime pas non plus avec manque de personnalisation dans les communications que vous allez envoyer à vos candidats. Et mon troisième point, ça va être surtout l'émergence de l'intelligence artificielle. Si je dois résumer cette question, il faut vraiment la voir comme une opportunité énorme pour le monde du recrutement. On avait déjà eu ces questions quand les ATS étaient arrivés. On se demandait si la machine allait remplacer l'humain. Je vous rassure, c'est pas prévu. Et bien qu'il y ait des ATS aujourd'hui, comme Team Taylor par exemple, qui permettent de faciliter votre quotidien de différentes manières avec la centralisation des données, l'automatisation de certaines tâches, etc. Je pense que l'intelligence artificielle, elle va être une aide précieuse pour améliorer des choses comme la création des offres d'emploi, générer des messages à vos candidats ou du contenu même pour votre site carrière. On parle de marque employeur, mais elle remplacera jamais l'expérience unique et humaine et personnalisée même qui est offerte par vos recruteurs. Il y aura toujours besoin d'une personnalisation humaine. Et chez Team Taylor, d'ailleurs, c'est déjà une réalité. Dans les semaines qui arrivent, on va proposer à nos utilisateurs des fonctionnalités plus poussées sur l'intelligence artificielle avec, comme je l'évoquais, la création de contenu pour le site carrière, pourquoi pas du scoring avec entre les profils candidats et l'offre d'emploi, des résumés de transcripts de vos vidéos enregistrées d'entretien. Et je pense que tant qu'il est clair que l'intelligence artificielle agira comme un soutien de recrutement, il n'y a pas de risque et finalement que des opportunités, si je résume. Merci beaucoup, Lucille. Oui, effectivement, enfin, je pense que c'est un sujet qui fait beaucoup couler d'encre. Il y a un point que tu as souligné qui est vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, toutes ces IA génératives, elles travaillent à partir des prompts, des instructions qu'on leur donne, en fait. On leur demande quelque chose et elles nous renvoient quelque chose. Un peu comme dans un sourcing, le moteur de recherche, il me renvoie ce que je lui ai demandé dans ma requête. Eh ben, il y a une vraie influence dans la capacité que l'utilisateur a à poser la bonne question. Et donc, c'est un vrai point. Nous, on l'a constaté parce qu'on a vraiment essayé d'intégrer ces outils-là dans notre fonctionnement au quotidien à l'école du recrutement, que ce soit pour les formateurs, pour les commerciaux, pour tout le monde. Il y a une vraie différence entre ceux qui savent poser les bonnes questions et ceux qui se posent juste et qui essayent de bidouiller avec l'outil. Merci beaucoup, Lucille, pour ton point de vue sur le sujet. On va avancer déjà à notre dernière question pour cette table ronde et je vais donner la parole à Laurent pour terminer. Justement, quelles sont les évolutions pour le marché des ATS dans les prochaines années? On a parlé de l'IA, mais il y a probablement plein d'autres perspectives. Comment tu vois le marché évoluer à l'avenir? Alors de mon côté, je vois en fait 2 tendances en fait. Il y a vraiment les éléments qui vont être, renforcés et il y a les nouveaux sujets. Dans les éléments qui vont être, renforcés, bien évidemment, l'expérience utilisateur, les ATS vont en faire toujours plus pour que ce soit,
le plus convivial possible, le plus fluide, le plus intuitif, avec vraiment des fonctionnalités de personnalisation. Il y a bien évidemment les automatisations qui rentrent là-dedans et toujours plus et toujours plus. La mobilité aussi jouera un rôle croissant. On va tous intégrer très certainement des applications mobiles pour faire en sorte que le recruteur puisse travailler de n'importe où, comme il veut, quand il veut. Ça, c'est évident. L'intégration avec d'autres outils, on en a parlé un petit peu en amont, mais c'est vrai que l'intégration avec les SIRH, les outils de onboarding, de tests, et cetera, c'est très important. Il faut que ça se fasse simplement. Il faut qu'aujourd'hui, nos clients, ils aient la possibilité de fabriquer leur propre mur avec leurs propres briques, leurs propres services SaaS pour avoir le meilleur service rendu sur toute la chaîne, en fait, de production les concernant. Et bien sûr, dans le dernier élément qui va être encore plus renforcé, ce sont les statistiques et d'avoir bien évidemment des rapports de plus en plus performants, avancés et flexibles et personnalisés. Et ensuite, il y a les nouveaux sujets. Moi, je vois en premier lieu la prise en compte de la diversité et de l'inclusion. C'est un enjeu majeur pour les ATS de faire en sorte justement de ne pas avoir tous ces biais cognitifs que pourrait, ou du moins faire en sorte d'aider le recruteur à ne pas avoir ces biais cognitifs pour qu'il puisse rechercher des candidats de milieux diversifiés. Bien évidemment, on a parlé juste avant dans les sujets nouveaux c'est l'intelligence artificielle, bien évidemment. Elle va être très certainement présente à tous les étages. Après, si tout ceci est fait, on va dire, en tenant compte de la réglementation en vigueur, et ça va être surtout ça l'enjeu, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence artificielle, comment on l'utilise. C'est un bel outil, mais je pense qu'il va falloir un certain temps pour la Oui, mettre pour en place et l'intégrer, pour pour voilà, vraiment faire évoluer les c'est choses, ça. Il y a ouais. cette Il notion reste à de voir comment données, tout ça va voilà, s'intégrer. Mmh. c'est ça. Ouais, Il y a c'est sûr. voilà, Merci beaucoup Laurent, pour avec ce plaisir. panel, cette vue d'ensemble. Ça clôture notre table ronde. Alors, je m'excuse, on a vu, il y avait quelques petites questions dans la partie, Q&A. Malheureusement, on n'aura pas le temps de les traiter. Je vous avais dit, sur cette table ronde, on est sur un timing très, très cadré. Vous aurez tout le temps de poser vos questions pendant les démos. Démos sur lesquelles nous allons enchaîner. On va tout de suite démarrer avec la démo de Flatcher. Sur le fonctionnement des démos, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Les créneaux durent 20 minutes pour les démos. Chaque solution s'est fixé comme objectif de vous présenter l'ensemble en un petit peu moins de temps que ces 20 minutes pour que vous ayez la possibilité de poser vos questions et qu'ils puissent les traiter. Vous pouvez évidemment poser vos questions en direct, que ce soit dans le chat ou sinon en utilisant l'onglet Q&A sur la droite de votre écran. Et un élément très important à avoir en tête, c'est qu'à la fin de chaque démo, on va vous partager un sondage qui va vous demander si vous souhaitez être mis en relation avec l'outil pour en savoir plus. C'est le moment clé pour signaler si vous voulez être mis en relation. Nous ne transmettons pas vos coordonnées, vos informations aux outils qui sont présents aujourd'hui si vous ne signalez pas que vous souhaitez rentrer en contact avec eux. Donc, c'est une offre qu'on vous fait pour pouvoir conserver justement votre liberté d'être contacté ou non, mais il faut absolument, si vous êtes intéressé, que vous preniez le temps de signaler aux outils qui vous intéressent que vous avez envie de parler avec eux. Donc, faites toujours très attention au sondage de fin de session. De toute façon, je serai là pour vous le rappeler. On va tout de suite enchaîner sur la démo de Flatcher. Vous n'avez rien à faire, vous allez tout de suite être transféré sur l'espace suivant. Je vous remercie pour votre présence et on va enchaîner tout de suite avec Alexandre pour la démo de Flatcher. Merci à toutes et à tous.